Présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite et félicite Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, nouveau président du Mali depuis hier. Démarrage à Boaké des travaux d'assainissement de la décharge. Il est question de dépolluer la décharge et réduire les risques de maladies. Et puis mondiaux d'athlétisme, Muriel Aouré, vice-championne du monde. La fierté ivoirienne a mis tout le monde entier d'accord sur son talent. Elle a terminé deuxième en finale du 100 mètres d'âne. Bienvenue à tous dans votre édition. Commençons par le Mali où l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, est devenu le nouveau président. Avant même la publication des résultats du second tour de la présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé, le concurrent d'Ibrahim Boubacar Keïta, est allé rendre visite à celui-ci pour reconnaître sa défaite. Soumaïla Cissé espère que le président IBK pourra faire face aux besoins des Maliens. Les défis qui attendent IBK sont nombreux. Je vous propose les réactions de Soumaïla Cissé et d'IBK après la proclamation des résultats. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné ses élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants et avec ma femme et mes enfants. Je souhaitais vraiment tous les succès qu'il mérite. Je souhaitais beaucoup de bonheur à notre peuple. Je souhaitais vraiment que sa mission réussisse et qu'il puisse relever les défis énormes qui se posent à nous aujourd'hui et à notre peuple. Vraiment, c'est de tout cœur et de bon cœur que je suis là aujourd'hui. L'image est là. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce bonheur. Et je remercie également mon cadet, Soumaïla. Je suis plein d'émotions pour cette visite rendue à moi et à ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Et le président français François Hollande a félicité Ibrahim Boubacar Keïta pour sa victoire à la présidentielle malienne, l'assurant que Paris resterait aux côtés de son pays. Vous le savez, le second tour de la présidentielle au Mali qui opposait dimanche Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'est achevé sans incident. Les résultats sont connus. Ibrahim Boubacar Keïta est le nouveau président malien. La mission de la CEDEAO dans le pays est satisfaite du déroulement du scrutin. Suivant ce reportage de notre envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré. 150 observateurs ont supervisé pour le compte de la CEDEAO le second tour de l'élection présidentielle. À l'issue, la mission conduite par l'ancien président du Ghana, John Kufuor, note insatisfaits, exprimée par la voix d'Aminata Toungara, députée au Parlement de la CEDEAO. Les standards observés lors du premier tour de l'élection présidentielle au Mali ont été améliorés à bien des égards lors du deuxième tour. Les électeurs dûment recensés possédant une carte NINA valide ont eu l'opportunité d'accomplir leur devoir. Dans les limites des contraintes identifiées, la mission estime que le processus électoral du second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013 jusqu'à la compilation des résultats dans les bureaux de vote s'est déroulé de manière libre, transparente et crédible. La mission et la CEDEAO saluent les deux candidats au deuxième tour pour avoir démontré leur statut d'homme d'État et pour s'être conduits de manière exemplaire jusqu'à présent et les exhorte à maintenir le cap de la légalité et de la paix. La mission d'observation de la CEDEAO au Mali recommande aux deux protagonistes d'accepter le verdict des urnes et de ne recourir qu'aux voies légales en cas de contentieux. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, a félicité le peuple malien mobilisé pour repositionner le pays sur le chemin de la démocratie. Et les résultats officiels sont toujours attendus, même si l'issue du scrutin est déjà connue. C'est désormais chose faite. Le processus de réforme de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CGRAE, désormais dénommée Institution de prévoyance sociale, vient de connaître son aboutissement, avec notamment l'installation hier d'un nouveau président du conseil d'administration et d'un nouveau directeur général. Le compte rendu de Chantal Akandan. Depuis le 18 avril 2012,
Un décret portant création de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, a été signé par le président de la République. Son objectif, réformer l'ensemble des tests de la gestion des pensions publiques. Ce processus de réforme a abouti ce lundi à l'installation de son tout premier conseil d'administration au siège de l'institution au Plateau. Notre priorité première, pour ainsi dire, c'est d'assurer le bien-être des assurés. L'IPS-SEGRAE a désormais une autonomie de gestion administrative et financière. Cela vient améliorer la gestion des prestations sociales et la qualité du service à ses assurés sociaux. Nous sommes tout à fait contents pour ce qui se passe et pour que, aujourd'hui, lorsque vous allez à la retraite, les mois qui suivent, vous avez vos pensions. Et ça nous fait plaisir. Je pense que cela rentre dans le cadre de la nouvelle organisation. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Nyamien Konan, a salué cette restructuration qui, selon lui, va améliorer les procédures de traitement de dossiers de pension dans ses services. Tout en procédant à l'installation du conseil d'administration, le ministre d'État, Dosso Moussa, a souligné que la gestion de l'IPS-SEGRAE sera axée sur une culture de bonne gouvernance et de résultats. La question de la retraite est essentielle pour la cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement veillera à ce que la réforme du système des pensions publiques, ainsi effectuée, porte tous ses fruits et profite à tous les assurés sociaux. Cette réforme moderne, qui marque le démarrage des activités de l'institution, sera une bouffée d'oxygène pour les assurés sociaux. Ils sont des milliers de jeunes Africains à quitter chaque année leur pays pour d'autres destinations à la recherche du mieux-être, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, un accent est mis sur le phénomène. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée a été recueilli par Lassina Ouattara. La migration des jeunes, notamment africains, a des conséquences aussi bien pour leur pays d'origine que pour eux-mêmes. La Journée internationale de la jeunesse permet de réfléchir et de proposer des alternatives à cette aventure parfois risquée. Pour le gouvernement ivoirien, il faut donc sensibiliser les nombreux candidats prompts à délaisser leur pays. Tous, sportifs, diplômés, sans diplôme, qualifiés, sans qualification, aspirent à un bien-être, à un mieux-être. Chacun émigre avec ses ambitions, nourrissant le secret espoir de faire fortune. Certes, les jeunes espèrent et aspirent à des conditions de vie meilleures. Aspirations somme toute légitimes, mais que d'illusions perdues. Dans un Eldorado imaginaire, dans le désert, dans la Méditerranée, dans l'océan. À cet effet, le ministre ivoirien de la Jeunesse a indiqué qu'on est mieux que chez soi, d'où les efforts du gouvernement pour créer des conditions de vie décentes pour cette population. Depuis 2011, une amélioration des conditions de vie des populations est perspective en Côte d'Ivoire. Les signes d'une embellie économique sont visibles et palpables. En effet, l'ouverture de grands chantiers est une opportunité d'insertion socio-économique pour les jeunes. De plus, l'horizon s'éclaircit avec l'intérêt de plus en plus croissant des investisseurs pour la destination Côte d'Ivoire. Les incessants appels du président ivoirien Alassane Ouattara aux jeunes et à la diaspora montrent aussi la foi en ce dernier. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, invite la diaspora, les jeunes de Côte d'Ivoire, à rentrer au pays pour prendre leur part dans la reconstruction de notre beau pays. Les étudiants en chimie en ordre de bataille contre le chômage, ils ont créé une plateforme. Le point avec Landry Pono. 4 millions de jeunes sont en quête d'emploi en Côte d'Ivoire. Le chiffre est du Fonds national de la jeunesse. Pour se faire une place au soleil et s'assurer le minimum vital, ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui se tournent vers des activités tertiaires. Pour éviter d'en arriver à cette situation, les étudiants de licence 3e année de chimie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody prennent les devants. Ils initient une plateforme d'échange dont le but est de trouver des solutions au chômage et surtout des débouchés une fois leur diplôme en poche.
Méthode d'action de la plateforme des étudiants en chimie, se frotter à des professionnels afin de recevoir des conseils avisés. Ces étudiants, au-delà de ce qu'ils vont faire ici, de ce qu'ils apprennent, ils ont besoin de s'assurer qu'après leur formation, ils pourront avoir quelque chose à faire. Donc il fallait les rassurer et c'est ce que nous avons fait. Des recommandations que les 183 étudiants de la promotion licence 3 de chimie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody promettent mettre en pratique afin de se mettre à l'abri du chômage. 3,7% de taux de prévalence en 2012. L'infection à VIH sévit en Côte d'Ivoire sous forme d'une épidémie généralisée. Face à ce constat, l'État ivoirien, avec l'appui du Fonds mondial, a décidé de réagir. Le gouvernement a mis en place un programme de financement destiné à la mise en œuvre d'un projet de prévention et de prise en charge des personnes infectées. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH en est le principal bénéficiaire. Pour mener à bien ce projet, 16 directions régionales de la santé et de la lutte contre le sida ont reçu des équipements, dont des véhicules de type 4x4 et du matériel informatique. Les ministres de l'Environnement et de l'Industrie ont échangé avec les opérateurs économiques et organisations patronales. Objectif, leur expliquer le bien fondé de la mesure gouvernementale de suppression des sachets plastiques qui ont une nuisance sur l'environnement. Le décret de suppression a été pris le 22 mai dernier. Le point avec Marie-Laure Ongoran. Les sachets plastiques nuisent à l'environnement, à la santé des populations. Pour stopper cette nuisance, le gouvernement a pris un décret le 22 mai dernier pour interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. La mesure de suppression entre en vigueur dans 6 mois à compter de la date de prise du décret le 22 mai 2013. Pour l'application de la décision, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le ministre de l'Industrie et des Mines sont en campagne de sensibilisation. Ils expliquent aux opérateurs économiques et aux organisations patronales le bien fondé de la mesure de suppression des sachets plastiques. On débarrasse la Côte d'Ivoire de 40 années de stock de sachets plastiques. Aucune ville, aucune sous-préfecture, aucun village de la Côte d'Ivoire n'échappe à cette pollution de sachets plastiques. Donc c'est d'accord parti avec les organisations patronales qu'on va mettre en place un projet et des activités pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces fléaux. Il a été pris dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens qu'il a été pris. Parce que les sachets plastiques, vous savez, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des impacts sur la santé qui sont très graves, il y a des questions d'environnement. Donc c'est tout ça que le décret essaie de régler. Mais en même temps, le décret aussi prend en compte certaines préoccupations des industriels. Une décision à laquelle adhèrent les organisations opérant dans le secteur. Notre position est très claire. Nous ne voulons pas de sachets plastiques. Nous soutenons ce décret. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays africain à prendre cette mesure de suppression des sachets plastiques. Le Maroc et le Rwanda l'appliquent déjà. L'objectif est de protéger l'environnement, la santé des populations. Et la brigade de la salubrité urbaine a mis aux arrêts 10 précollecteurs dans la commune de Cocody. La brigade reproche à ces précollecteurs de n'avoir pas respecté l'heure normale indiquée pour le ramassage des ordures ménagères, c'est-à-dire 17 heures. Les explications de Francis Boifo. Ces messieurs sont des précollecteurs d'ordures ménagères. L'on les a trouvés dans les locaux de la brigade de la salubrité urbaine à Cocody. Au nombre de 10, il leur est reproché de n'avoir pas respecté le code de salubrité urbaine dans le ramassage des ordures. Ces personnes que vous voyez ont été prises très tôt le matin, alors qu'à la matière, il y a une disposition qui a été prise par l'agence qui dit que les ordures doivent être précollectées après 17 heures. Approchés, les mises en cause s'expliquent. Pour vous dire que nous, on reconnaît que c'est à 17 heures que le travail commence. Ça fait 3 mois de cela, c'était mis en stand-by. Ni le consultant, la NASU, avec la réunion que nous participons, les sociétés étaient un peu, je ne peux pas dire défaillantes, mais les sociétés avaient trop de problèmes et ils ne circulaient pas. Donc les précollecteurs faisaient un travail. Et comme les choses ne sont pas suivies, pour travailler la nuit, il faut éclairer le dépôt. Les précollecteurs qui vont travailler la nuit, puisqu'il y a d'autres qui font 2 voyages, d'autres qui font 3 voyages. Quand ils vont travailler la nuit, la société qui va venir ramasser, parce qu'on nous dit de faire un alignement,
des chariots pour qu'on les déverse dans le gros tasseur, il y a des fois le camion ne vient pas. Des fois le camion en panne, des fois ils sont en panne de carburant. Les gens nous disent qu'ils ne sont pas payés et c'est un problème. Le commandant de la brigade de la salubrité urbaine est formel. Le non-respect du code de salubrité urbaine est un délit. Donc ces personnes-là vont être entendues, une procédure judiciaire va être ouverte à leur encontre et puis elles seront présentées devant le parquet. Outre les précollecteurs, les ménages et les entreprises en charge de la gestion des déchets ménagers sont invités à sortir à 17 h, comme l'exige le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Les travaux d'assainissement de la décharge de Boaké ont démarré. Il est question de dépolluer la décharge et réduire les risques de maladies. Reportage Charles Tato. Après les plaintes des populations riveraines de la décharge finale de Boaké du fait de la présence massive des mouches dans leur village, le gouvernement vient de prendre des mesures en faveur des populations victimes. D'ailleurs, des travaux relatifs à la dépollution et à l'assainissement des villages riverains ont déjà démarré. Aujourd'hui, nous sommes à une seconde phase de traitement même de la décharge qui va consister à recouvrir ce que vous voyez à perte de vue avec de la terre. En le faisant, c'est aussi pour que ces mouches-là n'arrivent plus dans les villages. Avec le traitement qui est engagé déjà, nous pensons que nous allons pouvoir réduire, en tout cas dans l'immédiat, l'influence et la nuisance des mouches. Ces opérations de pulvérisation des habitations et d'enfouissement menées depuis quelques jours s'inscrivent dans le cadre d'un projet gouvernemental qui prend en compte 3 villes du pays. Ce projet à court terme va permettre à Boaké d'entretenir quotidiennement sa décharge pour réduire les risques de maladies. À moyen terme, il va permettre de construire une école formant au métier de la salubrité. Les techniciens commis à la tâche souhaitent avoir plus d'espace pour agrandir la décharge afin de mieux traiter les tonnes d'ordures déversées en ce lieu. En attendant l'industrialisation de la décharge, ces travaux sont accueillis avec joie par les populations riveraines qui en sont les premières bénéficiaires. Le zoo d'Abidjan peut-il recevoir des visiteurs en ce moment? La question reste posée. Le gouvernement va décaisser 613 millions de francs CFA pour réhabiliter le zoo d'Abidjan et lui redonner son lustre d'antan. Pour en savoir davantage, rendons-nous au cœur de ce parc zoologique construit il y a 41 ans avec Francis Boifo. Zoo d'Abidjan dans la commune de Cocody, à l'intersection des voies d'Adjamé et Abobo, par le plateau d'Okui. La rumeur l'avait annoncé dépeuplé. On peut encore observer que les pitons, les chimpanzés, les buffles de forêt, les crocodiles faux gavial sont présents et attirent les visiteurs. Je suis content parce que j'ai vu le chimpanzé. Pendant que certains animaux se reposent, d'autres continuent d'égayer les visiteurs. Plus loin, le seul éléphant du zoo. À 21 ans, cette femelle présente certes des signes de vieillesse, mais se porte bien, rassurent les dirigeants du parc. Une image tout aussi saisissante que celle de cet hippopotame, la gueule grande ouverte, l'image de la tortue géante. Elle a 116 ans et fait partie des animaux qui ont vieilli dans le zoo. On a vu les serpents, les biches, on a vu les crocodiles, les tortues, on a vu aussi les singes, hippopotames, tout ça là. Vraiment, ça m'a plu. Et je veux que vraiment on les garde longtemps pour que nos petits-enfants puissent les voir. On peut se satisfaire d'une chose. Les animaux reçoivent en ce moment un bon traitement. Mais leur environnement a besoin d'être renouvelé. Il s'agit de donner ainsi du zoo une image qui fait rêver et attire davantage les visiteurs. Le premier objectif que nous avons, c'est de réhabiliter les zoos d'ici à la fin de l'année 2013. Donc, premièrement, il faut réhabiliter les infrastructures. Ensuite, il faut peupler ces eaux, tant avec les espèces ivoiriennes en voie de disparition qu'avec les espèces d'autres pays qui peuvent nous intéresser. À moyen terme, créer d'autres eaux. À long terme, effectivement, c'est d'agrandir ces eaux. Créé en 1972, le zoo d'Abidjan est une aire protégée de 19 hectares. Sa mission principale, faire connaître la diversité faunique aux populations ivoiriennes.
Le zoo d'Abidjan accueille aujourd'hui 180 espèces animales. Plus aucun commerçant ne pourra faire des soldes à sa guise, selon sa seule volonté. 2 périodes de soldes générales ont été définies par le gouvernement ivoirien. La première part du 10 au 31 mars et la seconde court du 10 au 31 août. Les soldes générales concernent tous les commerçants de Côte d'Ivoire, tous sans exception. Pourquoi cette mesure? La réponse dans cet élément de Jean-Jacques Wamiala. Vente solde en Côte d'Ivoire, fini l'anarchie. Depuis le 6 mars dernier, le gouvernement Conseil des ministres a décidé de réglementer les ventes et soldes. Les périodes indiquées partent désormais du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. En prenant cette mesure, le gouvernement vise 2 objectifs. Les opérateurs économiques ont pris l'habitude, sur 12 mois dans l'année, d'effectuer régulièrement des ventes soldes. Donc le gouvernement a voulu mettre fin à cette pratique. Le gouvernement a voulu également copier, n'est-ce pas, les modèles dans les pays à économie moderne, qui consiste à faire en sorte qu'au cours d'une ou de 2 périodes dans l'année, tous les opérateurs organisaient des ventes soldes. Le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'au cours de ces périodes, on ait des manifestations, en tout cas assez vastes, sur toute l'étendue du territoire, que les magasins soient ouverts, qu'il y ait des baisses de prix et que les consommateurs puissent en profiter, n'est-ce pas, pour faire des achats. Faire des achats, ce n'est pas encore le cas en cette première semaine de soldes. Magasins d'habillement, de prêt-à-porter ou d'appareils ménagers, pas une seule inscription solde en vitrine. Et pourtant, commerçants et consommateurs sont unanimes. La décision du gouvernement est salutaire. C'est une très bonne chose. C'est forcément les consommateurs qui seront heureux, quoi. C'est vrai que moi, je suis dans un magasin, mais moi aussi, là, je serais content d'avoir des choses assez moins chères. Vraiment, avec beaucoup de désordre qu'il y a eu là, nous, vraiment, ça va beaucoup nous arranger. Hein, parce qu'avec plein de concurrence qu'il y a là, franchement... Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est une bonne initiative. Au moins une fois dans l'année, on fait les soldes, c'est une bonne initiative. Ça nous permet aussi d'évacuer plein de marchandises à moins coût. Quand c'est cher aussi, ça agit aussi sur le marché. C'est une bonne opportunité. Bonne opportunité pour les commerçants, d'accord, mais cette décision du gouvernement ne doit pas être une occasion pour gruger les consommateurs qui expriment leurs inquiétudes. Moi, je n'ai jamais cru en ça. Je vois que, parce que c'est celui-même qui a affiché son prix, il sait combien l'objet coûtait dans son magasin avant qu'il affiche le solde. Ouais, il n'a pas pris le temps d'informer la population que ce produit-là, je le vends à tel prix. Et donc, arrivé à un tel moment, à un certain moment, je vais le vendre à un tel prix. Donc, le solde, ça dépend du magasinier. Donc, moi, je ne crois pas tellement ça. Croire au solde, en tout cas, le gouvernement y tient. Une invite est faite aux opérateurs économiques d'afficher l'ancien prix de l'article. En pourcentage, la réduction qui est faite est le nouveau prix. Les opérateurs véreux seront sanctionnés. Il y a un dispositif de répression qui est assez corsé qui est là. Et donc, les mesures seront prises à l'encontre de ces opérateurs véreux. Ça nécessite évidemment une bonne coopération entre les consommateurs et le ministère du Commerce. Les sanctions sont prévues. Elles vont généralement de 100 000 francs et peuvent s'étaler jusqu'à 10 millions en fonction de l'activité de la structure, de son chiffre d'affaires. À cela, il faut ajouter des peines d'emprisonnement. La période des ventes soldes de l'année 2013 prend fin le 31 août. Vu le manque d'engouement de cette opération, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises doit multiplier les campagnes d'information. Objectif, faire de cette période du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août de chaque année le rendez-vous par excellence commerçants-population. Les relations entre Abidjan et Douala sont au beau fixe et pour preuve, il vient de se tenir dans la capitale camerounaise une foire dénommée Semaine ivoirienne à Douala. Serge Gongomen, Patricia Oumouetia. Douala, la capitale économique du Cameroun, abrite à partir du 7 octobre prochain la 2e édition de la Semaine ivoirienne. Une initiative de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun. Le choix du Cameroun ne serait pas fortuit. Pays prospère en Afrique centrale, avec un taux de croissance de plus de 5%. Le Cameroun en Afrique centrale, c'est la première puissance économique. C'est des populations extrêmement laborieuses. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale. Parce que tous les pays voisins s'approvisionnent au Cameroun. Douala, c'est une ville de consommation, c'est une ville d'affaires. C'est une ville où on ne dort pratiquement pas.
Pour les organisateurs, c'est un rendez-vous prometteur. La première édition en 2004 a porté des fruits. La première édition a été rassurante, a été un succès. Elle a eu lieu en 2004, elle avait permis, je crois, au thème de cette édition-là, de tisser par exemple des partenariats entre les deux instituts de recherche agronomique que sont la CNRA et également l'Institut de recherche et du développement agricole du Cameroun. Et il y a eu également des contrats qui avaient été signés par PKL également à cette époque-là. Et même le développement aujourd'hui des transferts entre les villes que certaines structures font actuellement au Cameroun sont partis à partir d'une expérience développée, mise en place par la CECP. Et donc nous récidivons dans le bon sens pour qu'effectivement les entreprises ivoiriennes prennent pied, prennent place au niveau du Cameroun. Les responsables d'entreprises intéressés par le projet ont salué l'initiative. Ils ont par ailleurs souhaité une réduction des coûts de participation qui sont compris entre 1 et 4 millions selon les packages. Engagés à faire la promotion de la Côte d'Ivoire, les organisateurs ont promis de réétudier les coûts. Le Burundi est touché depuis 10 mois par une épidémie de choléra. Cette épidémie de choléra a déjà fait plusieurs morts. C'est la plus longue épidémie de choléra qui a déjà contaminé près d'1 millier de personnes. Regardez. L'épidémie de choléra n'en finit plus au Burundi. 10 mois que les premiers cas ont été signalés dans la capitale. Depuis, la maladie a gagné du terrain à l'ouest, puis dans 2 provinces du sud, épargnées jusque-là. 2 provinces où elle était particulièrement meurtrière. La raison, c'est que c'était pratiquement une maladie toute nouvelle. Et la population, les malades ont pris du temps à consulter les services hospitaliers. Et d'autres sont partis d'abord consulter les guérisseurs. Dépassées, les autorités demandent aux Burundais de respecter les règles d'hygiène, le seul moyen d'éviter les contaminations. Mais dans ce quartier de Bujumbura, faute d'eau potable, c'est toujours l'eau souillée de la rivière que l'on utilise. Les autorités n'ont aucune excuse. Elles sont au courant de la situation depuis très longtemps et en plus de ça, elles passent par ici en voiture sans s'inquiéter du sort de la population. Il existe bien des bornes fontaines. Encore faut-il qu'elles fonctionnent. Et quand il y a de l'eau, il faut parfois attendre des heures. Dans ce quartier, l'eau n'arrive qu'à 1h du matin. On doit y être à minuit, sinon on n'a pas d'eau. Manque d'eau potable, système d'évacuation des eaux usées insuffisant, c'est un véritable bouillon de culture pour la bactérie responsable du choléra. En 10 mois, l'épidémie a fait au moins 17 morts, 1500 personnes ont été contaminées. D'autres temps forts de l'actualité sur le continent. Première destination, l'Égypte, où la tension reste toujours vive entre partisans et opposants du président déchu Mohamed Morsi. Ils avaient jusqu'à la fin du Ramadan pour quitter les lieux. Ils sont toujours là. En Égypte, les partisans du président déchu Mohamed Morsi se barricadent même un peu plus sur les 2 places qu'ils occupent au Caire depuis plus d'1 mois. La police menace de les disperser à tout moment. Les manifestants rétorquent qu'ils ne bougeront pas. La tension monte, une nouvelle effusion de sang est à craindre. 250 personnes ont déjà péri dans des violences depuis la destitution du président égyptien. Au Zimbabwe, première sortie officielle pour le président Robert Mugabe, tout juste réélu, et premier discours devant un public très nombreux. Sans transition, il a rendu hommage aux héros de la lutte pour l'indépendance, tout en fustigeant l'opposition. Nous vous livrons la démocratie sur un plateau. Vous en voulez? C'est à prendre ou à laisser. Nous ne reviendrons jamais sur notre réussite, sur notre victoire. Robert Mugabe a été réélu au premier tour avec 61% des voix. Son adversaire, Morgan Tsvangirai, a récolté 34% des suffrages. Il a lancé un recours devant les tribunaux pour tenter d'annuler ce scrutin qu'il juge frauduleux.
Dans l'actualité sportive, l'Ivoirienne Muriel Aouré remporte la médaille d'argent en arrivant deuxième à la finale du 100 mètres d'athlétisme. Les temps forts de la course avec Sébastien Oyen. La finale très attendue de la troisième journée des mondiaux d'athlétisme de Moscou 2013, c'est bien le 100 mètres féminin. Avec toutes les stars du sprint. Moment de pression, moment de concentration. Deux Africaines dans la course. Muriel Aouré de la Côte d'Ivoire, Blessing Okagbare du Nigeria. Fraser Price termine en beauté en 10 secondes 71 centièmes, mais on retient la médaille d'argent de Muriel Aouré, 10 secondes 93 centièmes. À 25 ans, Muriel Aouré s'inscrit dans la cour des grands. Ce championnat du monde d'athlétisme de Moscou est un véritable point de départ pour une longue carrière. Certainement que Muriel Aouré, qui sera en lice aujourd'hui sur les 200 mètres, fera encore parler d'elle. Merci de votre fidélité.